Il y a au moins 3 auteurs qui sont allés jusqu'à proposer une mise en musique de la démarche compétence allant jusqu'à l'évaluation. Le Botter, Tardif, Poum et Georges, et puis tout ce qui touche à la didactique professionnelle, Loisy et Coulet. Donc ces 3 formalistes sont allés jusqu'à décrire une façon de faire qui soit pas une usine à gaz au niveau de l'évaluation. Par exemple, dans le formalisme Tardif, Poum et Georges, l'idée c'est de se dire qu'une compétence, il y a pour chaque année un niveau de développement visé, et puis l'idée c'est qu'on regarde un certain nombre de critères, on appelle critères d'exigence ou des fois composantes essentielles, et idéalement ce qu'il faut c'est que ces critères ils soient valables pour tous les niveaux de développement de la compétence, parce que du coup après c'est beaucoup plus simple. Au niveau 1, on évalue sur peut-être 4 ou 5 critères les actions qui ont été faites par les étudiants. Les critères souvent appartiennent à 4 grandes catégories. On va regarder le résultat des actions menées. On peut difficilement dire qu'un professionnel est compétent si le résultat de ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il y a des critères au niveau de la méthodologie. Un type qui, dans une situation donnée, obtient un très bon résultat, est-ce que c'est par hasard qu'il l'a obtenu? Des caractères de respect d'un certain nombre de règles et de contraintes. Le fait qu'on respecte une réglementation, par exemple. On ne peut pas dire que quelqu'un est compétent s'il a fait fi de tout un tas d'aspects réglementaires, s'il a mis en danger les équipes qui ont travaillé sous sa responsabilité. On ne va pas pouvoir dire qu'il est compétent, par exemple. Et puis, il y a des critères qui sont liés à la communication, parce que des fois on juge un professionnel incompétent juste parce qu'il ne sait pas communiquer. Donc dans certaines compétences, un critère lié à la communication peut être intéressant parce que c'est fondamental à un moment donné. Et donc sur la base de ces critères-là, en général on se débrouille pour qu'il n'y en ait pas trop, pour qu'il y en ait du genre entre 3 et 5 idéalement. On va essayer de se poser la question, quels sont les critères qui sont absolument incontournables? On ne pourra pas dire que l'ingénieur est compétent s'il ne satisfait pas ces quelques critères. Et on va se baser là-dessus. C'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants de nous démontrer que dans les situations dans lesquelles ils ont été plongés, que ce soit les mises en situation qui sont dans le cursus ou bien les stages dans lesquels ils auront été en entreprise, et bien qu'ils extraient des choses qui démontrent très factuellement que ces critères, ils les ont pris en compte et que ça a produit tel et tel résultat. Si en plus l'étudiant est capable de dire à tel moment j'avais une tension entre 2 critères et j'ai arbitré comme ça en faveur d'un des 2 critères, et ben là c'est super. Typiquement, l'étudiant qui travaille sur une modélisation va avoir une tension entre le fait que sa modélisation elle colle bien au réel et le fait que sa modélisation elle soit utilisable. Et s'il est capable de dire voilà, moi j'aurais bien voulu tenir compte de ce critère-là, mais le problème c'est qu'après les équations sur lesquelles j'arrive, les simulations numériques que je fais, ça mouline pendant des jours et des jours avant de donner un petit résultat qui n'est pas forcément très exploitable. Du coup, je sacrifie un des paramètres et je me dis que pour mon modèle, pour qu'il soit réellement utilisable, j'ai été obligé de négliger cet aspect-là, par exemple. Donc ça, c'est une preuve de compétence de dire, voilà, j'avais des critères en tension, j'ai été capable d'arbitrer en connaissance de cause parce que sinon, ça ne tenait pas.